Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Anne-Laurence Alford, membre du comité d'organisation, doctorante en psychologie clinique, laboratoire LIRCES, Université Côte d'Azur. Le 7 et 8 octobre 2016 s'est tenu, à l'Université de Nice Sophia Antipolis, un colloque international conviant les doctorants et jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales, lettres et arts à une réflexion sur la notion de déplacement reliant questionnement théorique, méthodologique et pratique. Organisé par Charlotte Gibelin, Mélina Panagos et Anne-Laurence Alford, ce colloque a bénéficié du soutien du laboratoire LIRCES, de l'école doctorale et de l'unité de formation et de recherche Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université de Nice Sophia Antipolis, ainsi que du partenariat de la Maison des sciences de l'homme et de la société. Sous le titre Le chercheur voyageur. Déplacement S, mouvement des savoirs et constructions épistémologiques, ce colloque avait pour ambition de faire dialoguer des disciplines variées, d'interroger les frontières ainsi que les croisements méthodologiques, épistémologiques et praxiques. Dans une perspective transdisciplinaire, ce colloque proposait de porter à la réflexion les dynamiques d'exploration, de déplacement, de trajectoire et de voyage au sein desquelles le chercheur s'engage, depuis son positionnement et son implication, pour aller vers la construction d'un récit scientifique. La posture du chercheur en sciences humaines et sociales, lettres et arts est comparable à celle du voyageur qui se déplace en terre inconnue. Le chercheur devra mettre à l'épreuve de son objet et de son terrain d'étude, ses idées, ses opinions, ses représentations, ses hypothèses de travail ainsi que les découvertes de ses prédécesseurs. La démarche de réflexivité du chercheur est un processus central dans l'analyse critique de la construction des savoirs et des épistémès. La notion de réflexivité utilisée par Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Donald Schoen, Jean-Claude Kaufmann, Hans-Georg Gadamer ou encore Paul Ricoeur, pour ne citer qu'eux, est au carrefour des sciences humaines et sociales. La réflexivité mise en pratique au travers du positionnement et repositionnement du chercheur, de la déconstruction de son sujet de recherche, des déplacements et des allers-retours entre théorie et pratique, nous oriente vers une approche nécessairement transdisciplinaire. Que la réflexion soit issue d'une expérience de terrain ou d'un travail à partir de corpus de textes et d'images, l'ambition de ce colloque était de mettre à jour les modalités et les enjeux des déplacements S dans la fabrication de la connaissance à travers sa tridimensionnalité, épistémologique, méthodologique et praxique. Après soumission des réponses à l'appel à communication, le comité scientifique a retenu les contributions répondant au mieux à la thématique proposée. Doctorants ou jeunes chercheurs, chacun avec son style est venu apporter lors de sa communication orale, sa pierre à l'édifice à ce travail de réflexion transdisciplinaire, véritablement enrichissant et constructif. Prolongeant ce colloque, les présents actes ont pour vocation de rendre compte et de diffuser le travail de réflexion soulevé. Sous la forme d'articles soumis à l'évaluation du comité scientifique, cette publication collective restitue les apports ô combien variés et hétérogènes de chercheurs qui ont su apporter un regard original sur la question. Par souci de clarté, nous avons opté pour le choix de regrouper les textes en fonction des axes thématiques sous lesquels les communications avaient été présentées, malgré la disparité qui règne alors entre les différentes sous-parties. Le premier axe thématique intitulé Déplacement S à l'épreuve des principes épistémologiques interroge les conditions d'émergence des savoirs au travers des transformations temporelles et sociétales. À l'opposé d'un positivisme scientifique, nous prenons le parti d'inscrire la fabrique des savoirs dans un espace non linéaire, discontinu et ouvert. Dans la lignée de l'école épistémologique française, dont Gaston Bachelard se fait l'un des principaux représentants, nous pensons que la construction des savoirs et des épistémès n'est pas un processus clos et indéfini d'accumulation des connaissances. Bien qu'elle n'ait jamais été inscrite dans sa pensée comme fondatrice ou fondamentale, la notion de déplacement parcourt l'œuvre de ce grand épistémologue. La pensée bachelardienne nous encourage à mettre la culture scientifique en état de mobilisation permanente, remplacer le savoir fermé et statique par une connaissance ouverte et dynamique, dialectiser toutes les variables expérimentales, donner enfin à la raison des raisons d'évoluer. Bachelard, 1977, page 19. Ainsi, le repérage des seuils épistémologiques, l'analyse des mutations,
des ruptures et des discontinuités constituent un véritable enjeu dans l'élaboration de nos savoirs. Pour autant, nous n'opposons pas une conception continuitiste de la pensée à une pensée qui se déploie à partir de la déconstruction, du décloisonnement et de la discontinuité. Avec Michel Foucault, nous pouvons envisager l'ouvert et le fermé, le mouvement et la constante, le déplacement et le placement dans une opposition dialectique nécessaire à la construction des savoirs. Écoutons-le à ce sujet. Vous le voyez, absolument pas question de substituer une catégorie, le discontinu, à celle non moins abstraite et générale du continu. Je m'efforce au contraire de montrer que la discontinuité n'est pas entre les événements un vide monotone et impensable, qu'il faudrait se hâter de remplir, deux solutions parfaitement symétriques, par la plénitude morne de la cause ou par l'agile ludion de l'esprit, mais qu'elle est un jeu de transformations spécifiques, différentes les unes des autres, avec chacune ses conditions, ses règles, son niveau, et liées entre elles selon les schémas de dépendance. L'histoire, c'est l'analyse descriptive et la théorie de ces transformations. Foucault 1968, page 854. En s'appuyant sur les apports de Georges Canguilhem, son contemporain, Michel Foucault insiste sur l'idée de discontinuité comme méthode. Georges Canguilhem a repris d'abord le thème de la discontinuité. Vieux thème qui s'est dessiné très tôt, au point d'être contemporain ou presque de la naissance d'une histoire des sciences. Reprenant ce même thème élaboré par Coiré et Bachelard, Georges Canguilhem insiste sur le fait que le repérage des discontinuités n'est pour lui ni un postulat ni un résultat, mais plutôt une manière de faire, une procédure qui fait corps avec l'histoire des sciences parce qu'elle est appelée par l'objet même dont celle-ci doit traiter. Foucault 1978, page 434 435. Ainsi, la présence d'une discontinuité au sein de la formation de la pensée serait à envisager non comme postulat figé, mais bien au contraire comme démarche, mouvement dialectique où le continu obtient la valeur d'une dynamique de changement. Ces quelques rappels épistémologiques nous inclinent à penser la démarche heuristique du chercheur comme un processus de discontinuité continue. Le texte de Dario Viana, doctorant en philosophie, éclaire remarquablement les enjeux de continuité-discontinuité, formation, déformation, centrage-décentrage depuis lesquels la pensée se construit. En s'intéressant à l'apport de Stanley Cavell et Gilles Deleuze, deux philosophes majeurs en Amérique et en France, Dario Viana met en avant une philosophie du départ, du voyage et de la découverte qui questionne les jeux d'association et de rupture, de tradition et de révolte, d'établissement et de déplacement, d'ancrage et de déracinement. Cette philosophie du voyage ne prétend pas se défaire des racines géographiques, culturelles, historiques et traditionnelles par lesquelles se construisent les conditions mêmes de la pensée. Au contraire, elle propose de penser dans l'écart, dans le déplacement. Le rapport avec le non-philosophique et l'apport transdisciplinaire deviennent ainsi essentiels à la philosophie. Avec Julien Denand, docteur en psychologie clinique, nous continuons d'aborder la problématique du chercheur-voyageur depuis les notions d'écart et d'entre-deux au détour d'une expérience d'altérité culturelle. En repartant de son expérience d'enseignement au Maroc, le chercheur nous rappelle que le voyage, au-delà de l'événementiel géographique, est une position épistémologique fondamentale qui nécessite de faire l'épreuve de l'altérité, de l'autre du langage. Dans son texte, Julien Denand interroge la notion de transmission dans un contexte d'interculturalité, depuis la notion d'espace transitionnel, espace d'entre-deux impliquant la créativité de l'individu au contact de l'environnement. La réflexion qu'il engage nous permet de continuer à penser la discontinuité continue comme billet de voyage, condition nécessaire à la démarche du chercheur. De son côté, c'est au détour d'une expérience interculturelle que ce mouvement dialectique est mis en lumière dans un jeu des oscillations entre ce pôle de discontinuité culturelle, avec les effets qu'il produit, et un pôle de continuité fondé sur une discipline commune, la psychologie, et la possibilité de savoir et référentiel transfrontalier. Il n'est pas de théorie qui composerait sans l'épreuve du terrain et de la pratique. Tel un aphorisme, la phrase de Julien Denand nous permet de faire le lien avec le deuxième axe thématique du colloque intitulé « Le recueil des données à la lumière des déplacements du chercheur ». Ici, nous nous consacrons plus particulièrement aux modalités et aux enjeux de déplacement inhérents à toute méthodologie de recherche en lettres, arts et sciences humaines. Qu'il s'agisse de constituer un corpus en se déplaçant vers des centres d'archives,
ou de mener une enquête de terrain vers un lieu proche ou lointain, le déplacement est un contexte de construction de la connaissance. La confrontation des hypothèses de travail aux données recueillies sur le terrain implique d'emblée cette notion de déplacement. Que ce soit dans le cadre d'une recherche-action, d'une recherche-intervention, d'une observation participante, etc. L'immersion du chercheur dans son terrain d'étude implique un mouvement de centrage-décentrage permanent, qui s'opère notamment dans le déplacement produit entre le recueil de récits comme méthode d'investigation à la mise en récit scientifique. Le chercheur en voyage peut se déplacer au plus près d'une population, abordant voire partageant le quotidien, le familier, l'intimité d'individus ou d'un groupe donné tout en se confrontant à l'expérience de l'étranger et de l'inconnu. Proche et lointaine à la fois, l'expérience vécue sur le terrain interroge la posture du chercheur depuis ses implications théorico-pratiques. Ce mouvement vers l'altérité engage le chercheur à accepter une part d'incertain et d'inattendu, ainsi qu'une disposition à se décentrer de ses préjugés et postulats pour éviter le risque de se situer dans un faux déplacement. La tâche n'est point chose aisée car l'émergence de l'altérité provoque un heurt pour reprendre l'expression de Hans-Georg Gadamer. Avec justesse, ce philosophe allemand a su nommer un des éprouvés rencontrés par le chercheur lors de la confrontation à son objet de recherche. Son avertissement est d'autant plus important pour nous que le saisissement produit par ce qui ne se plie pas à l'opinion préconçue, Gadamer, 1960, pages 389 à 390, est particulièrement manifeste dans nos disciplines. La connaissance dans les sciences humaines a toujours quelque chose d'une connaissance de soi. Nulle part l'illusion n'est-elle plus facile et plus naturelle que dans la connaissance de soi. Ainsi dans les sciences humaines, il faut non seulement écouter à nouveau nous-mêmes, selon la façon dont nous nous connaissons à partir de la tradition historique, mais il faut écouter également quelque chose d'autre. Il faut recevoir un hurdle qui nous transporte au-delà de nous-mêmes. Ici, ce n'est pas ce qui ne fait pas problème et ce qui vient satisfaire les attentes de notre recherche qu'il faut encourager. Il faut plutôt découvrir, et contre nous-mêmes, d'où peuvent provenir de nouveaux heurts, Gadamer 1953, page 68. L'expérience d'un heurt peut profondément déstabiliser le chercheur au point de lui faire courir le risque d'enfermer son objet de recherche dans les filets de ses propres présupposés. À l'inverse, dans une démarche de réflexivité, elle peut conduire à la relance du mouvement, à une impulsion l'amenant à intégrer le nouveau et l'inattendu dans le système de construction des connaissances. À sa manière, Olivier Lenoir traite de cette dialectique entre heurt et impulsion lorsqu'il parle du déplacement du chercheur en termes de libération des préjugés. Depuis sa place de psychanalyste, il fait mention de ce voyage comme un incessant va-et-vient entre clinique et théorie où le mouvement ne saurait s'arrêter. Convoquant les mathématiques, la physique, la linguistique et la littérature, Olivier Lenoir nous invite à penser la transdisciplinarité comme bagage indispensable aux chercheurs voyageurs. Il démontre la pertinence d'appréhender la complexité d'un objet de recherche, dans et par le mouvement du chercheur lui-même. Labyrinthique, le terrain de recherche convie le chercheur à flâner dans les méandres de l'inconnu, de l'ignoré, de l'étranger. À ce dernier de se prémunir d'emprunter un chemin linéaire, qui comporterait le danger de se complaire dans le fantasme d'un possible savoir totalisant sur l'objet. Noémie Beauglin, architecte et doctorante en histoire, présente le déplacement transdisciplinaire comme un mouvement original et enrichissant pour collecter des données. Elle nous présente son pari osé, réaliser une thèse d'histoire basée sur un corpus de textes romanesques du XIXe siècle décrivant la ville de Paris. En dépassant les frontières disciplinaires, par le dialogue et l'articulation entre histoire et littérature, cette jeune chercheuse démontre comment les notions de franchissement et de transgression sont essentielles pour penser la recherche comme mise en mouvement vers un ailleurs et un inconnu. S'autoriser à transgresser étant également l'occasion pour cette doctorante de s'éloigner des méthodes classiques, de recueil des données pour aller vers une méthode originale, la géomatique. Également doctorante en histoire, Aziza Doudou questionne dans sa thèse l'expérience psychotraumatique des anciens combattants marocains de l'armée d'Afrique française. Par son approche, elle rejoint la démarche de Noémie Beauglin en démontrant comment l'ouverture à la transdisciplinarité peut s'avérer un formidable recours face aux défis épistémologiques et méthodologiques qu'impose la construction d'un savoir historique.
Sa méthodologie de recherche s'appuie sur des sources écrites et orales. Bien que cela puisse paraître paradoxal de prime abord, la source orale, dite mémoire vivante, confronte le chercheur au même point de butée que la mémoire écrite, soit au vide, à l'oubli, au silence et à l'inattendu. La mémoire vivante n'exempte pas le chercheur de faire avec le renoncement à un savoir totalisant sur l'objet. Le travail de recherche à partir de sources orales est avant tout une rencontre intersubjective où les enjeux transférentiels entament et font trou dans la circularité des savoirs. La démarche de réflexivité engagée par Aziza Doudou lui a permis de considérer les éprouvés transféro-contre-transférentiels dans une dynamique d'impulsion. Pour penser sa démarche heuristique, l'historienne se déplace vers d'autres disciplines, à savoir ici la psychanalyse et la psychologie. À notre tour, sa communication nous ouvre à élargir le champ de notre réflexion en empruntant à l'histoire la notion d'archive, afin de la réinterroger sous l'angle de la transdisciplinarité. En effet, l'archive ne serait-elle pas une métaphore opérante pour éclairer les enjeux de déplacement dans la recherche ? Pour soutenir nos propos, nous nous référons à deux penseurs, Michel Foucault et Sigmund Freud. Encore une fois, le premier nous renvoie à penser notre démarche dans le cadre d'une discontinuité continue. Citons-le. L'archive, c'est d'abord la loi de ce qui peut être dit, le système qui régit l'apparition des énoncés comme événements singuliers. Mais l'archive, c'est aussi ce qui fait que toutes ces choses dites se groupent en figures distinctes, se composent les unes avec les autres selon des rapports multiples. C'est ce qui, à la racine même de l'énoncé événement et dans le corps où il se donne, définit d'entrée de jeu le système de son énonçabilité. L'archive, ce n'est pas ce qui recueille la poussière des énoncés redevenus inertes et permet le miracle éventuel de leur résurrection. C'est ce qui définit le mode d'actualité de l'énoncé chose. C'est le système de son fonctionnement, elle fait apparaître les règles d'une pratique qui permet aux énoncés à la fois de subsister et de se modifier régulièrement. Foucault, 1969, pages 170 à 171. Avec Foucault, l'archive devient presque synonyme d'épistémé. On retrouve là l'idée d'une construction des savoirs qui s'opère dans l'actuel, le présent du disciple et du non-disciple, travaillant le corps du texte passé pour lui faire subir des transformations perpétuelles qui valent alors comme fondation, trace, mémoire. En écho, la notion de Nachträglichkeit, reconstruction rétrospective, après coup, chère à Sigmund Freud est semblablement connexe à celle d'archive. En effet, l'après-coup en psychanalyse indique l'idée selon laquelle des événements qui arrivent ultérieurement peuvent modifier non seulement la signification, mais la nature même d'événements antérieurs. Van Zyl 2002, pages 53 à 55. Le cadre de la rencontre transféro-contre-transférentielle, qui est lui-même le cadre de la cure psychanalytique, actualise le passé non comme répétition à l'identique mais comme énonciation inédite qui induit un déplacement. Le texte de Jean-François Gomez prolonge la réflexion, en soulevant plusieurs enjeux de la rencontre intersubjective inhérents à la collecte de données. Il se penche sur le récit de vie et pose les principes relatifs à sa méthode. Un récit de vie est le résultat d'une rencontre. Un récit de vie n'est pas recueilli mais accueilli. Ou encore, il n'est pas la propriété exclusive du chercheur, le narrateur, pas plus que du narrateur, mais des deux ensemble. Pour illustrer ses propos, il fait appel à trois figures de la rencontre. La rencontre mythique de l'empereur aztèque et l'aventurier Hernán Cortés lors de la découverte de l'Amérique. Celle de Georges Devereux, illustre anthropologue avec Jimmy Picard, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, et indien des plaines, et enfin la rencontre du docteur Frantz Fanon avec les cultures arabes, luttant contre le processus de colonisation à l'œuvre dans les théories de l'école d'Alger. Le texte de Jean-François Gomez nous amène à penser le récit de vie comme paradigmatique des enjeux de déplacement, qui s'immiscent dans la recherche scientifique. Abordés ici sous l'angle de la méthodologie, ces enjeux rejoignent notre précédent axe thématique. Qu'il s'agisse d'ancrage épistémologique ou méthodologique, nous nous apercevons que le socle de leur opérationnalité se fonde depuis et dans l'écart, dans le déplacement, pour reprendre les expressions de Dario Viana, dans un entre-deux entre soi et l'autre, entre le chercheur et son objet ou encore au sein d'un espace transitionnel comme l'évoquait à juste titre Julien Denand. Le colloque s'est conclu par une table ronde consacrée au déplacement du chercheur face aux nouvelles formes de ses objets de recherche. Par la démocratisation des nouvelles technologies,
le chercheur se voit dorénavant confronté au terrain numérique. Les nouvelles technologies et les mobilités numériques, téléphone, mail, webcam, visioconférence, etc., constituent autant de nouveaux outils qui trouvent progressivement place dans le champ de la recherche. Au même titre qu'ils impactent et transforment les modalités de rencontre entre l'individu et son environnement, les mondes numériques doivent être pris en compte dans la relation qui se tisse entre le chercheur et son objet de recherche. La spatialité dans les mondes numériques constitue un objet de recherche trop peu abordé dans les recherches, souvent limité à l'étude des mondes physiques. Or, le chercheur se trouve, à l'heure actuelle, dans la nécessité d'interroger les pratiques nées ou impactées par ces nouveaux territoires, mais également de questionner leurs causes ainsi que leurs conséquences sur les pratiques rattachées au monde dit physique. La table ronde consacrée à cette thématique a permis d'amorcer une réflexion portant sur les fondements méthodologiques et praxiques de ces nouvelles formes de recherche. Parce que ces nouveaux objets de recherche ne sont pas le fait de disciplines isolées, mais concernent l'ensemble du spectre disciplinaire des sciences humaines et sociales, le dialogue pluridisciplinaire engagé à l'occasion des temps de discussion s'est avéré fort instructif. Doctorante en sciences de l'information et de la communication, Mélina Panagos s'attelle à la tâche ardue d'interroger les enjeux de déplacement d'ordre épistémologique et méthodologique soulevés par l'apparition des terrains numériques dans la recherche. Pour cela, elle réinvestit le concept foucaldien d'hétérotopie qui éclaire les questionnements de la jeune chercheuse quant aux modalités d'interaction entre les territoires physiques et numériques. Pour penser ces interactions, Mélina Panagos fait également mention de la notion de continuum physico-numérique, développée par Marie-Joseph Bertini. La référence à ces auteurs constitue le fil directeur d'une pensée originale sur la question du virtuel. Non pas circonscrit uniquement au lieu du numérique, mais bien au sein d'un seul et même continuum que constitue le continuum physico-numérique. Tout au long du colloque, les temps consacrés aux discussions ont véritablement nourri la question de départ et décloisonné des débats habituellement circonscrits dans une discipline donnée. Plutôt que d'aboutir à une conclusion, nous souhaitons poursuivre la réflexion en dépliant ici les nouveaux questionnements issus de la réception des différentes communications. Le voyage, parce qu'il implique du mouvement, est rarement pensé comme un lieu. Or, le topoi n'est pas nécessairement un lieu figé, il peut être un lieu dynamique. En reprenant la notion d'hétérotopie dont fait mention Mélina Panagos dans sa communication, nous posons l'hypothèse suivante. Parmi les différents terrains de recherche, autant physiques que virtuels, certains d'entre eux seraient de nature HE-TE-utopique et dotés d'un système d'ouverture et de fermeture qui à la fois les isole et les rend pénétrables. Foucault 1967, page 760. Dans un mouvement dialectique entre l'ouvert et le fermé, l'hétérotopie que serait le topoi de la recherche permettrait de juxtaposer et d'interconnecter une multiplicité d'espaces, de produire des passages, des traversées d'expériences et de connaissances, de pratiques et de savoirs à partir d'une considération de cette autre scène qu'est l'altérité. Aussi, analyser son terrain sous le prisme de sa nature HE-TE-utopique induirait une véritable polarisation des résultats de la recherche sur le déplacement. Le lecteur est convié à naviguer à sa convenance au sein de l'ensemble des textes. Son exploration pourra être linéaire, discontinue ou encore fragmentée. Bien qu'il gagne à être saisi au travers du fil directeur qu'est la thématique commune du chercheur-voyageur, sous lequel ils ont été rassemblés, lus isolément les textes n'en perdent pour autant pas de leur pertinence. Ils témoignent d'une volonté assumée d'ouvrir nos savoirs à l'échange transdisciplinaire. Voyageurs insolites, explorateurs intrépides, navigateurs infatigables, voilà bien des expressions qui pourraient venir qualifier les participants à ce colloque. Nous les remercions chaleureusement d'avoir pris part au voyage. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture. Bibliographie. Bachelard Gaston, La formation de l'esprit scientifique, contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, 1946, Paris, Librairie philosophique Vringy, 1977. Gadamer Hans-Georg, La vérité dans les sciences humaines, 1953, In la philosophie herméneutique, Paris, PUF, 1996. Gadamer Hans-Georg, Vérité et méthode, 1960, Paris, Seuil, 1996. Foucault Michel,
Des espaces autres 1967, Indie et écrit par I. Gallimard 1994. Foucault-Michel, l'archéologie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.